Je vais vous l'avouer. J'ai un plaisir, mais profondément sincère pour l'histoire. Je me dis toujours que l'histoire, ça permet de comprendre le présent et d'avoir une perspective sur le futur. Et voilà, pas que récemment, je me suis offert 2 ouvrages, mais absolument fabuleux. On parle de la fascinante histoire de Persée en 2 tomes. Et aujourd'hui, j'ai un plaisir, mais vraiment, vraiment, vraiment sincère, de recevoir Jean-Marie Fallu, historien, auteur. Tout d'abord, bienvenue parmi nous, Jean-Marie. Merci. Je suis content de te recevoir parce que je t'avoue, ces 2 ouvrages, la fascinante histoire de Persée, le premier volume est sorti à l'automne dernier, en 2025, donc Le Royaume de la Pêche, et ensuite est en train de sortir actuellement L'Irrésistible Paysage, et je me fais beaucoup de plaisir à lire ça parce que je découvre énormément de choses. Je pensais connaître un petit peu l'histoire de Persée, mais en fouillant là-dedans, je t'avoue, Ça me touche beaucoup, il y a en venant de toi. Là. Grosso modo, j'apprends plein de choses là-dedans. Bon, il y a... Qu'on parle de toponymie, par exemple, d'où vient le nom du Cap Canon, de Canne de Roche, de toutes sortes de trucs. L'histoire, le rocher percé a eu plusieurs trous. Bref, plein de choses là-dedans. Fait que... Si tu veux, je t'arrête sur la toponymie. Oui. Ce qui est intéressant de la toponymie percée, c'est que contrairement à bien des endroits en Gaspésie et au Québec, il n'y a pas beaucoup de noms de saints. Mm-hmm. À part le Mont-Sainte-Anne, là, la toponymie à Persée, c'est tout en rapport à la beauté du paysage ou à la configuration du paysage. Qui aurait pu trouver un plus beau nom que le Pic de l'Aurore, la Côte-Surprise, les 3 Sœurs? Ça, ça va directement avec la qualité que les Perséens ont eue de vivre dans un paysage aussi grandiose. Ça, puis on va parler un petit peu du premier tome, si tu me permets, parce que je trouve que vraiment c'est une mine d'informations là-dedans. Par exemple, ça parle de toponymie, oui, ça parle d'explorateurs, ça parle de Jerseyens, ça parle des légendes, ça parle de la dynamique avec les Mi'kmaq aussi. Pourquoi avoir décidé d'écrire l'histoire de Persée? C'est que je peux pas dire qu'elle n'avait pas été écrite parce que l'ancien curé de Persée avait déjà publié une monographie, mais c'était en 1947. C'était bien, mais il était temps qu'on la rafraîchisse. Et j'ai eu un mandat de la ville de Persée de faire une recherche en vue de mettre en place le circuit patrimonial qu'il y a sur la promenade aujourd'hui. Et la firme qui a mis ça a fait un bon travail, mais ils ont pris peut-être le 20e de ma recherche. Alors, le reste de ma recherche, je me suis dit, il faudrait que je publie, il ne faut pas que je perde ça, il faudrait que je publie. Alors, j'ai continué ma recherche et pendant 15 ans, je n'ai pas arrêté de faire des entrevues avec des personnes qui avaient marqué l'histoire. Et c'est comme ça que j'en suis venu à proposer à mon éditeur, les éditions GID, de publier l'histoire de Persée en 2 tomes. Mm-hmm. Parce que là, on parle quand même de 2 briques de 400 pages. Oui. Mais il ne faut pas prendre peur parce que dans les 400 pages, il y aura vraiment autour de 400 images, des photographies, des encadrés également. Ce qui veut dire que la plupart des gens, quand ils prennent l'ouvrage en main, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'ouvrage. Mm-hmm. Et après ça, ils le lisent. Autrement dit, d'une image, d'un encadré à l'autre, ils disent « Ah, ça, c'est intéressant. Un encadré intéressant. » J'ai beaucoup d'anecdotes, ça allège le propos plus spécialisé. Les pêcheurs de Persée, pour savoir s'ils sont rendus sur le banc des orphelins, l'endroit où il y avait de la morue, au sud-est, 90 km au sud-est de l'île Bonaventure, ils disaient on sait qu'on est sur le banc des orphelins lorsqu'on a nayé le Mont-Sainte-Anne puis l'île Bonaventure. Nayer, ça voulait dire depuis qu'on ne le voit plus. Donc, c'est des anecdotes comme ça qui agrémentent l'ouvrage. Oui, puis on découvre plein de choses. Puis par exemple, ce qui a fait la richesse de Persée au départ, c'était beaucoup la pêche. Mais tu expliques là-dedans également pourquoi il y a eu le déclin de la pêche. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'on n'y avait pas pensé, mais c'est les vendredis, les gens mangeaient du poisson normalement. Ensuite, le pape est arrivé en disant que le vendredi, finalement, on n'était plus obligé de manger du poisson nécessairement.
C'est tous ces détails-là où on comprend davantage les contextes beaucoup plus larges. Puis aussi, Percé, à la fin du régime français, décline au niveau de la pêche du fait que Percé est exposé directement sur la mer, sur l'océan. Alors, Percé n'était pas un lieu protégé. C'est pour ça que les Anglais vont vraiment saccager Percé en 1690. Et après ça, les armateurs français ils vont arrêter de subventionner, si vous voulez, des navires. Et là va se développer le bourg de Pabot et aussi la baie de Gaspé comme lieu de pêche. Alors ça clôt la pêche au régime français. Au régime anglais, c'est les entreprises jerseyaises qui vont vraiment, eux, non seulement exploiter la morue comme les Français le faisaient, mais ils vont aussi développer les marchés. Les Français, eux, pêchaient ici au régime français pour approvisionner la France en morue. Alors que les Jerseyais, eux autres, ils ont vraiment développé la pêche pour vraiment prendre charge des marchés autour de la Méditerranée. Là. Le Portugal, l'Italie, voyez-vous, l'Espagne. Alors, et c'est comme ça que la compagnie Robin, qui avait son siège à Passepébiac, avait comme principal lieu de pêche Percé. Et puis là, on va connaître non seulement les Robins, mais des autres familles jerseyaises comme les Le Boutillier, les Billard, les Lebas, Valpy. C'est pour ça que j'ai mis en place, voyez-vous, des familles qui sont moins connues, comme les Lebas, Valpy, Billard, pour montrer comment que les Jerseyais avaient été importants dans le développement de la pêche à Percé. Fait que là, premier ouvrage, t'aurais pu en rester là, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a... toi, tu me dis qu'au début, c'était 800 pages, point, puis qu'ensuite, c'est l'éditeur qui a décidé de transformer ça en deux... C'est-à-dire que j'ai pas voulu faire de compromis sur des coupures possibles à faire. Alors, avec l'éditeur, j'ai proposé de faire 2 tomes. Un qui porterait, puis ça se découpe bien, un qui porterait sur le Percé qu'on ne connaît plus, le Percé de la pêche. Heureusement qu'il reste certains bâtiments, d'anciens bâtiments qui nous rappellent le passé, mais il n'y a plus de pêche pratiquement à Percé. Alors, donc, le premier tome, c'était vraiment la vie en société, le monde des pêcheurs, les gens qui vivaient à l'île Bonaventure, les insulaires, et puis aussi les légendes, comme vous avez dit, la toponymie, les notables de la place, là, les maisons élégantes qui sont restées à Percé. Et puis, le deuxième tome, il débute, lui, lorsque la pêche décline, l'industrie touristique s'amorce. On est au début du siècle dernier. Donc, le deuxième tome, lui, vraiment, là, il ancre Percé au niveau de l'industrie touristique. C'est ça. Donc, au niveau des thèmes et de la période historique, là, c'est davantage quoi? Après-guerre pour le deuxième ouvrage? Pour le développement touristique, ça commence à la fin du siècle dernier. Des gens qui viennent, des gens qui sont aisés, qui viennent mettre en place des villas, comme la villa Frédéric James. C'est un peintre américain qui vient à Percé en 1880, et puis en 88, il met en place ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la villa Frédéric James. Alors déjà, les Américains venaient à Percé. Comment ils venaient à Percé, d'ailleurs? En vapeur. En bateau-vapeur. Et puis, il s'est développé, donc, justement, le début du tourisme, là, ça a été vraiment la fin du siècle dernier, les années 1880-90. Et au début du siècle, vers 1900, quand on venait à Percé, c'était les maisons de chambre. Alors, les premiers logements, à part les villas qui étaient des maisons privées, c'était des maisons de chambre. Et on doit beaucoup à l'apport des femmes. Parce que les maisons de chambre, c'était des maisons qui appartenaient à l'homme, au mari, mais qui s'occupait du lavage, puis des repas, puis tout ça, c'était la femme. Alors, on doit beaucoup aux femmes la mise en place de plusieurs maisons. Puis, entre autres, je parle là-dedans du Ideal Room. C'est au Cap-Blanc. Et puis, voyez-vous, ça, c'est une des premières qui est très connue. Il y en a d'autres. C'était des pêcheurs de Percé qui louaient des chambres. Ça, on a moins d'informations là-dessus. Mais officiellement, là, la première maison de chambre officielle, c'est le Ideal Room en 1912. Non, mais on peut dire quand même que je regardais pour un autre reportage sur lequel je suis en train de travailler, je vois que quand même, il y a pas mal de maisons, d'habitations qui quand même racontent l'histoire de Percé.
C'est-à-dire que tout n'a pas été détruit comme dans bien d'autres municipalités où ils ont tout rasé dans les années 60 au nom de la modernité. Il y a beaucoup de matériel encore sur Percé. Puis d'ailleurs, une des questions que je me posais, c'est quand tu as fouillé dans les archives, quand tu as fouillé dans tous les papiers, dans les photos et ainsi de suite, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont surpris? Je ne pensais pas que Percé était aussi riche en histoire qu'au début, je me suis dit, mais Percé, c'est aussi riche que l'histoire de la Gaspésie. Faire l'histoire de Percé, c'est aussi faire l'histoire de la Gaspésie, et aussi de découvrir, comme je parlais des familles, je vous donne un exemple, la famille Valpy. On va à Percé actuellement, là, à l'ouest du marché, à Mi. Il y a 2 colonnes, c'est marqué Valpy, V-A-L-P-Y. C'est quoi ça? Ben, si on prend le chemin, on ne peut pas parce que c'est une résidence privée. On découvre une maison de 1850 là, qui appartenait aux Valpy, la famille Valpy, qui est une famille jersiaise. Et en 1900, ils ont mis en place le Park House. Puis j'en parle dans le tome 1. C'est une villa de style californien. On est à Percé en 1900. Mais ces gens-là avaient des sous. Et on doit beaucoup aux familles anglophones la préservation du patrimoine bâti à Percé. Parce que, vous allez me dire, oui, mais c'était facile pour eux, c'était des familles aisées, oui. Mais chez les anglophones, ils ont une culture de la préservation de leur patrimoine. Autrement dit, pour eux, ça fait partie de la famille. C'est une maison, là, tu l'entretiens tout le temps. Comme actuellement, le Park House, là, il est entretenu. Il fait partie du site patrimonial de Percé, mais jamais qu'ils vont demander une subvention au ministère de la Culture pour s'occuper de la maison. Ils le font eux-mêmes. Et on doit beaucoup donc à eux, puis aussi les gens qui, sur le Mont-Joli, ont mis en place des villas, comme la maison du capitaine, le manoir Shearson. C'était des gens comme la famille Burks, là, qui avait bijouterie à Montréal. Il y avait des sous, la famille Ross. Alors, eux, ils ont mis en place, et puis par la suite, ils ont cédé ça à la fondation Molson, qui aujourd'hui s'appelle la fondation, Héritage canadien du Québec, qui s'occupe de ces maisons-là. 2 autres personnes ont joué un rôle important. 3 autres personnes ont joué un rôle important. Dans les années 1970-72, là, on avait peur que Percé soit saccagé par vraiment le développement moderne. Et Suzanne Guité, Pierre Dansereau et Madame Beaulieu, qui était une peintre, ont formé un comité, puis ont fait des pressions. Pierre Dansereau était proche de Pierre Trudeau. Ils ont fait des pressions pour que Percé soit préservé. Sinon, les anciens bâtiments Robin, ça aurait été mis à terre pour mettre en place des hôtels modernes. Et ils ont réussi le gouvernement a donc adopté, ils ont décrété que Percé sera un arrondissement naturel. Encore aujourd'hui, ça ne fait pas l'affaire de bien des gens parce que quand ils doivent rénover leur maison, ils doivent être conformes à ce qui était la maison d'origine. Mais il reste que c'est ce qui a sauvé Percé, qui est l'arrondissement naturel qu'on appelle aujourd'hui le site patrimonial de Percé. Mais c'est ce qui fait le charme de Percé. Puis ce que je comprends de ce que tu me racontes finalement, c'est que c'est beaucoup de l'héritage qu'on reçoit aujourd'hui. C'est pas du fait francophone. Toutes les grandes maisons, tous les endroits finalement patrimoniaux remontent beaucoup à la communauté anglophone qui est venue finalement s'établir ici pour les vacances, quoi. Oui, puis en faisant les recherches, je me suis aperçu avec ma collaboratrice, parce qu'il faut l'indiquer, j'ai travaillé avec Chantal Soucy au niveau de la recherche puis de la révision du contenu. On a découvert qu'il y avait tout un groupe là, avec le Black Whale puis le Mont-Joli, les villas. Ils avaient tous étudié à l'Université McGill. Donc, c'était des gens qui étaient en lien avec la communauté anglophone de Montréal. Et puis, un venait s'installer une villa, l'autre venait l'année d'après, où on vendait la villa entre personnes qui avaient fréquenté, entre autres, l'Université McGill. Mais il y avait aussi les bourgeois d'Outremont qui sont venus s'installer à Percé. Mais c'est vraiment... les gens de Percé, les habitants de Percé, évidemment,
ils avaient leur propre maison, puis les ont préservées du mieux qu'ils ont pu. Mais les maisons que je dirais élégantes, là, ben, ça venait soit d'entrepreneurs comme les Volpi ou des gens de l'extérieur qui avaient des sous pour se construire une villa d'été. C'est ça. Donc, le Percé touristique, finalement, remonte à plus loin qu'on pourrait le penser. Oui. Puis il vient beaucoup avec... les gens venaient par vapeur. Par la suite, avec le train qui arrive en 1911, ça rend la Percé plus accessible. Et puis, avec la ceinture routière qui est complétée en 1929, là, on passe d'un tourisme d'élite à un tourisme populaire. Les gens peuvent y venir davantage en auto. Mais quand on dit les gens en 1930, là, 40, là, c'était pas Monsieur Tout-le-Monde de Montréal qui avait une auto, là. C'était des bourgeois, c'était des gens qui avaient des sous. Alors, puis des Américains. Fait que Percé était riche à l'époque? Percé a commencé à avoir une certaine aisance financière quand des Percéens ont investi dans le tourisme. Un exemple, la famille Boulanger. Ils mettent en place en 1927 une maison de chambre qui devient l'hôtel Bleu, Blanc, Rouge, qui existe encore aujourd'hui. Voyez-vous? D'accord. Alors ça, c'est une famille qui a été importante. Et on rend hommage aussi à deux familles au niveau hôtelier. Les Billard. Monsieur Billard, c'est un Jerseyais qui vient installer son entreprise de pêche au moment où la pêche décline en 1900, autour de 1900. Et lui, il va voir qu'il y a de quoi faire avec le tourisme. Alors, ça va être le premier à faire des tours à l'île Bonaventure avec son bateau qui s'appelait le Esther. Et puis, il va installer, lui puis ses fils, voyez-vous, la maison Billard va devenir un hôtel. Après ça, il y a un restaurant Billard qui va être installé. Le Heaven, le Havre, ça appartenait à un Billard également. Alors, la famille Billard à l'Anse du Nord, là, ont joué un rôle important au niveau du développement hôtelier. Et vraiment, l'impulsion suprême, c'est Ernest Guité. Ernest Guité, en 1938, qui vient mettre en place le Pic de l'Aurore. Qui aurait pensé aller faire un hôtel à cet endroit-là? C'était fou malade, comme on dit, là. Mais la vue en vaut la peine. Oui, la vue en vaut la peine. Mais il était brillant sur le plan marketing. Lui, il savait que, on est en 1938, il savait que la clientèle visée, ça doit être les Américains. C'est eux qui ont de l'argent, c'est eux qui ont des autos. Alors, il achète directement de la publicité à New York. Aussi, il entre en contact avec Tok Tours, qui est la grosse agence qui part vraiment là, de New York puis qui se rend à Percé et il s'en va directement au Pic de l'Aurore. Alors, Guité, on a dit ça, Guité a encerclé Percé d'hôtels. Okay. Mais c'est surtout le Pic de l'Aurore. Et puis, plus tard, ça va être la Côte-Surprise. Et puis, ces garçons aussi vont mettre en place d'autres hôtels. Là. Ça, c'est pour le côté davantage au niveau du tourisme américain. Puis, par la suite, on peut quand même penser qu'il y a un tourisme plus, pas local, mais provincial, plus national qui va se développer. Oui, le tourisme québécois va davantage se développer à partir des années 50 et surtout 60. Parce que là, les Québécois ont davantage d'argent. Bon, ils ont des salaires plus appréciables. Et puis aussi, ça devient plus facile de se procurer une voiture. Et l'été, déjà, on se dit, le must, c'est de faire le tour de la Gaspésie. Et le tour de la Gaspésie ne peut pas se faire sans viser Percé. Alors, c'est comme ça, finalement, que beaucoup de Québécois vont prendre l'habitude de venir à Percé en automobile. Puis là, on peut pas raconter le niveau complet, parce qu'il faut quand même que les gens aient quelque chose à découvrir. Mais n'en demeure pas moins que quand on regarde, quand on passe à travers le livre, on se rend bien compte que il s'est passé, excuse-moi, là, j'ai plein de petites notes, c'est l'enfer. Quand je lisais, j'étais en train de passer à travers les ouvrages, je me disais que, quelque part, on voit les hauts et les bas de Percé. Tu vois, là, on parle de tourisme, on parle des maisons, des hôtels, des magasins qui sont développés. Là, les artistes, c'était touristique. Ensuite, les artistes, beaucoup sont arrivés. Des peintres, des écrivains. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par Percé. On connaît Baie-Saint-Paul de l'autre côté du fleuve. Mais ici, est-ce que c'était un petit peu le pendant gaspésien?
Oui, puis c'était un peu le Cape Cod pour les Américains qui vivaient sur la côte est américaine. C'est que faut dire aussi que les Américains, durant la guerre, ils ne peuvent pas aller en Europe. Alors, puis ils ont de l'argent. Alors, ils s'en viennent ici. Puis pour eux, c'est pittoresque de venir en Gaspésie parce que... Ça parle français? Pas nécessairement parce que ça parle français, mais parce que la société gaspésienne vit vraiment... c'est une société traditionnelle. Okay. Des charrettes à bœufs, des charrettes à chevaux... alors, ça fait très pittoresque pour les Américains qui, eux autres, sont en automobile. Et puis, les femmes qui ont des fours à pain, qui vendent le pain, puis des... Alors, pour eux, là, ça fait typical. Ça fait vraiment, là... c'est vraiment pour eux, là, un must de venir. Et puis, à travers eux, des universitaires américains, des chroniqueurs, des journalistes. Et puis, c'était à la mode à l'époque de publier son récit de voyage. Alors, on a beaucoup de récits de voyage dans les années 30, 40 d'Américains. Puis aussi illustrés par des belles gravures, des magnifiques gravures. Ça, il y a de très, très, très grands artistes américains qui sont venus ici. Oui. Georgia O'Keeffe, entre autres, pour ne nommer qu'elle, parce qu'il y en a eu plusieurs, disons. Oui, tout à fait, oui. Et puis, aussi, on a pu bénéficier de la collection que Chantal Soucy a. Chantal collectionne tout ce qui a rapport œuvres d'art sur Persée depuis des années. Alors, on retrouve là-dedans des gravures magnifiques de Persée, des photographies, des peintures. Highland Bettinger, qui est un peintre, qui vient à Persée en 40, 42. Et puis lui, il va à l'île Bonaventure, puis il est cinéaste aussi. Alors, il filme les fous de bassin, puis durant l'hiver, il fait un montage à New York, et puis l'été d'après, il vient faire la projection dans ce qui est le magasin Boulanger aujourd'hui. Et il accompagne ces projections de musique classique. M. Jacques Baillargeon, qui est un informateur très important pour moi, me dit qu'il se rappelle, lui, là, quand on annonçait les séances de M. Bettinger, il fallait qu'il aille, là, avec son père. Puis c'était... Alors, voyez-vous, puis aussi des Américains, comme lui, Bettinger, s'est installé à l'île Bonaventure. Il a acheté une ancienne maison, puis etc. Alors, les Américains ont eu vraiment... puis comme les Américains venaient ici, les Québécois disent si les Américains vont là, il faut qu'on y aille. Puis à travers l'ouvrage, on se rend compte aussi, il y a eu il y a eu une montée par rapport à la notoriété de Persée. Et quelque part, Persée aussi a suivi l'histoire du Québec. Les touristes, les artistes, éventuellement les politiques aussi qui sont venus s'installer ici, plus dans... Est-ce qu'on parle davantage des années 60 avec un autre type de tourisme, disons? Dans les années 60, ce qu'on connaît, c'est les jeunes qui... ce qui est le must pour les jeunes, c'est de partir de Montréal sur le pouce puis descendre à Persée. Alors, ça connaît une popularité qui va culminer avec la controversée Maison du Pêcheur en 69. Parce que gens, ça vaut la peine de lire son histoire, d'ailleurs. Oui, les gens partent de Montréal sur le pouce avec pas grand sous, puis arrivent à Persée. Puis là, tout est cher à Persée. Alors, c'est comme ça que... L'histoire de la Maison du Pêcheur, on n'en parle pas beaucoup, mais elle était d'abord et avant tout une boîte à chansons. La première boîte à chansons à Persée, c'est Claude Guité qui l'aménage à la Côte-Surprise. En 62. Puis son frère, Jean-François, 2 ans plus tard, en 64, il va chercher un vieux bâtiment à Barachois, puis il l'amène à Persée, puis il l'appelle la Maison du Pêcheur. Alors, de 64 à 69, ça a été une boîte à chansons. J'ai eu une entrevue avec Claude Dubois, puis lui, il est offusqué d'entendre parler de la Maison du Pêcheur seulement à cause des rôdes. Mais il dit, moi, j'ai chanté là pendant des années, c'était une boîte à chansons. Ça, il y a beaucoup d'artistes quand même. Là. Tu me parles de Claude Dubois, on parle de Charles Bois, on parle de Pauline Julien, on parle de beaucoup d'artistes. Ce qui est inédit dans le tome 2, là, c'est que j'ai eu vraiment le privilège d'avoir des entrevues exclusives. Écoutez, une entrevue avec Robert Charlebois, qui est en Guadeloupe, qui me donne une entrevue pendant 45 minutes. Moi, je pensais jamais qu'il me ferait ça. Je dis, je vais m'essayer.
Claude Dubois, Tex Lecor, ben là, il est décédé aujourd'hui, Claude Gauthier, Plune Latraverse. J'en ai 10 comme ça, là, des chanteurs importants. Et ils m'ont tous dit, Percé a été très significatif au début de ma carrière. Là, on parle de 59, 60, 62, 64. Exemple, Charles Lebois, lui, en 62, il est chansonnier, il cante un peu à guitare. Il descend sur le pouce et, bon, ben, il pogne un pouce avec, tiens, René Claude, une chanteuse qui vient faire un récital à Percé. Puis là, il dit, moi, je sors ma guitare pour l'impressionner. Ça ne l'a pas beaucoup impressionné, mais ça fait rien. Alors, et en 62, ce que j'ai découvert, c'est que c'était une époque de poésie. Il dit, moi, j'ai été à Montréal. Il dit, avec l'image très colorée qu'il peut avoir, la moitié de mon cerveau était français, de la chansonnette, comme Charles Trenet. J'aimais ça, mais c'était pas ma culture. L'autre moitié, c'était Elvis Presley puis Frank Sinatra. Ça non plus, j'aimais ça, mais c'était pas ma culture. Puis on m'a dit, si tu veux retrouver le fondement de ta culture, va-t'en en Acadie ou en Gaspésie. Alors, je suis allé en Gaspésie, puis en rencontrant les pêcheurs, puis tout ça avec le langage coloré, c'est là que j'ai pris la décision que je ferais ma carrière en parler populaire, québécois, pas en parlant français. Et c'est là qu'il dit que Percé était significatif pour moi. Et après ça, il est allé en Californie, puis c'est là qu'il a commencé à faire du rock, puis etc. Mais ce qu'il m'a dit, c'est, puis j'ai trouvé ça beau, puis je l'ai mis dans le livre, il m'a dit, Percé a été ma première Californie. En voulant dire, j'ai eu 2 étapes importantes dans ma carrière. Ça a été Percé, où là, j'ai dit, je vais chanter en québécois, et aussi la Californie, bon, je vais faire du rock. Ça, c'est au niveau des artistes, mais au niveau politique, c'est là aussi où on voit apparaître les débuts c'est pendant la Révolution tranquille, pendant la période hippie, les débuts du FLQ également. Ce qu'on lit, entre autres, là, c'est il y en a même qui ont menacé de faire sauter le rocher Percé par de convictions politiques. Oui, c'est parce qu'il y avait à l'époque du FLQ, le FLQ, je pense, ça a commencé en 63, si ma mémoire est bonne. Et puis, il faut dire que Rodrigue Guité, qui est le fils d'Ernest Guité, qui était un architecte, il est un des fondateurs du RIM. Pierre Bourgault, j'ai trouvé ça dans la presse, je pense. Pierre Bourgault, en 1959, il dit « Rodrigue Guité est l'architecte de l'avenir ». Il trouvait que c'était un homme très brillant. Et puis, c'est ça. Alors, il a été il n'a pas été dans le FLQ, mais il a été dans le mouvement du RIN. Et puis, à un moment donné, on a vu sur la faille, la montagne, là, quand on fait le fer à cheval, c'était écrit Québec libre. Ça, c'était après 67, là. Mais qui a pu écrire Québec libre à peinture? C'était des gens qui avaient des convictions. Oui. Et puis, ça a pris plusieurs années, puis je pense que c'est l'érosion qui a fait parce qu'il n'y a aucun fonctionnaire, il n'y a aucun employé de Percé qui voulait aller enlever ça. Alors, voyez-vous, c'était un bouillonnement. Il y avait un bouillonnement au Québec qu'on connaît bien, une effervescence politique, qui l'été s'est transféré à Percé, et particulièrement en 69, avec l'arrivée des Roses. Les Roses, ils viennent ici se reposer parce qu'ils faisaient de l'action politique à Montréal, puis ils se sont dit, cet été, là... Mais là, ils arrivent à Percé, puis ils s'aperçoivent que les gens qui n'ont pas le sou, ils sont obligés d'aller voler du manger chez le fermier, puis... Ce qui ne crée pas une belle dynamique avec Et c'est là qu'ils ont décidé de louer la maison du pêcheur, qui est une boîte à chansons, pour en faire un lieu d'hébergement, pour que les jeunes n'aient pas à payer. Et puis, ça n'a pas fait l'affaire, évidemment, des commerçants de la place, parce que les disaient, ça va repousser les Américains, puis ça nous fait une mauvaise publicité, puis etc. Et puis, ça a culminé avec l'arrosage. On les a délogés à l'arrosage le 21 juillet. Et moi, à l'époque, j'ai 19 ans. Ah, tu fais partie de cette Moi, j'ai 19 ans. Ma cousine, moi, je suis originaire de Carleton, ma cousine venait de s'acheter une Camaro. Puis elle m'a dit, je descends à Percé en fin de semaine, puis je sais que t'aimes Charles Lebois, toi, puis il est au Centre d'Art. Alors, amène ton sac à dos, puis ta tente. Puis alors, je suis descendu. Le vendredi, j'avais mon spectacle. Je vais au spectacle. Robert Charlebois ne se présente pas.
Suzanne Guité n'est pas de bonne humeur. Et puis, le lendemain, ben, finalement, il a donné son spectacle. Et ce que j'ai su, c'est que ce qu'il m'a conté, c'est que je lui ai pas dit que j'étais là quand je lui ai parlé, mais il dit, j'étais parti à la pêche à Grande-Rivière avec Claude Dubois. Puis il dit, ça mordait pas. Puis ça a commencé à mordre vers 5 heures. Puis là, ben, j'ai dit, hey, moi, j'ai mon spectacle tantôt à 8 heures, il faut qu'on descende. Ah, Claude Dubois, il dit, non, laisse faire, Robert, ils annuleront ça. Puis il dit, quand on est descendu à Percé, il dit là, les autos qui étaient venus à mon spectacle, les gens de Grande-Rivière, de Chandler, là, ils s'en retournaient. Une filée d'autos. Et puis là, j'avais peur avec ma grosse tête qu'ils me reconnaissent. Claude chauffait. Alors moi, je me baissais pour pas qu'ils me voient. C'est des anecdotes truculentes. Et le lendemain, il a donné son spectacle. Et le dimanche, j'étais encore là. Non, pas le dimanche. Le samedi après-midi, il y a une manifestation au quai. Là, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait eu un règlement qui interdisait aux chansonniers de chanter sur le quai parce que ça dérangeait les pêcheurs. Or, les pêcheurs disaient, ça ne nous dérange pas, nous autres. Et puis là, il y a eu un sit-in. Mm-hmm. Et moi, j'étais là et je vois-tu pas mon Robert Charlebois qui s'en vient. Alors, je l'ai photographié. Première photo, il me fait une grimace. La deuxième, ben là, il parlait avec quelqu'un d'autre. Puis il se rend là avec Dubois, puis on chantait, puis il y avait le fleur de lys. Il y avait le drapeau de fleur de lys, puis c'était vraiment intéressant. Et j'ai su que c'était le 20 juillet parce que... Non, j'ai su que c'était le 19 juillet parce que le lendemain, je retournais à Carleton. Et quand je suis arrivé à la maison, il y a 2 Américains qui mettaient le pied sur la Lune. Alors ça, c'était le 20 juillet. Alors c'est comme ça que j'ai pu documenter. J'ai pu documenter la date. Mais bon, c'est anecdotique, là, mais... C'est truculent. Mais sinon, tu sais, c'est comme autre chose qu'on apprend là-dedans, c'est que, bon... tout le monde l'a imaginé à un moment donné, il n'y a pas tant de monde que ça qui ont escaladé le rocher, puis ça semblait être une aventure particulièrement difficile. Oui, déjà au 19e siècle, il y en a 2 ou 3 qui l'ont escaladé. Et il y a même un missionnaire qui dit qu'on coupe du foin sur le rocher, pour vous dire comment on exagérait. Et puis, en 63, c'est 2 Allemands, 2 Bavarois, qui étaient des spécialistes de l'escalade, qui ont escaladé l'obélisque. Puis là, et quand ils sont arrivés à l'obélisque, il était quasiment trop tard pour descendre. Alors, ils ont couché sur l'obélisque. Sur le haut du piton. Ils sont descendus. Et par après, ils sont remontés sur le rocher. Uh-huh. Et puis, j'ai pu documenter ça parce que Jacques de Roussan en a fait un reportage dans Perspective en 63. Et vraiment, le nom des personnes sont là. Et puis, un informateur de Percé, Owen Bouchard, m'a fourni les pitons qu'il utilisait, puis la corde, puis le maillet. Et puis, ça a permis de documenter vraiment l'escalade. Et par la suite, on a passé un décret. Le ministre des Affaires des Richesses naturelles, en 65, a passé un décret comme quoi que ça serait dorénavant interdit d'escalader le Rocher Percé. Ce ministre-là, c'était René Lévesque, qui était ministre des Ressources naturelles. Et puis par après, on a même fait de la publicité. Il y a une compagnie, je pense c'est Ford, qui a monté un nouveau modèle sur le rocher. Puis dans le fond, qu'est-ce que c'était pour une compagnie comme ça de payer l'amende pour une publicité? Mais ils n'ont pas eu le droit de l'utiliser. Il y a même eu, il y a plus de 3 à percer, un film avec Dominique Michel, je pense, où on voit un couple qui font l'amour sur le rocher. J'ai jamais su si vraiment ça avait été... Aujourd'hui, ça serait facile d'inventer, c'est ça. Mais à l'époque, on voit vraiment là qu'ils sont... Donc, bon, comme je dis, là, on ne peut pas passer à travers tout. Puis, mais c'est bourré d'anecdotes. C'est riche. Est-ce que ça a été difficile de trouver des informations ou est-ce que ça a été quelque chose où tu n'as pas eu besoin de fouiller? Pour le tome 1, c'est facile dans le sens que tout est archivé. Le tome 2, c'est la période contemporaine, là, les années 60, 70, 80. Ça, c'est beaucoup plus des témoignages, des informateurs. Puis ce qui est difficile, c'est que
si je t'interviewe puis tu me dis que c'est à telle date, il faut que j'interviewe quelqu'un d'autre qui va corroborer que c'est vraiment ça. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. N'est-ce pas? Alors, c'est plus difficile pour la période contemporaine. Il y a quand même beaucoup de matière, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est des informateurs importants. J'ai eu comme informateur M. Baillargeon, qui aujourd'hui a 98 ans. Puis je l'appelais, il avait 96, 97. C'est un médecin qui vit à Montréal, mais qui a sa résidence d'été à Percé. Je m'excuse de vous appeler, mais il dit « Excuse-toi pas, tu rends ma mémoire vivante. » Je trouvais ça beau, là. Alors, j'ai eu plein de témoignages comme ça. Puis lui, s'il ne le savait pas, il dit « Attends, Jean-Marie, je vais vérifier avec quelqu'un d'autre, puis je te rappelle. » Alors, c'est... Donc, il y a eu pas mal de collaborations quand même. Ah oui, j'ai eu 107 informateurs comme ça que j'ai interviewés, pas seulement une reprise, à plusieurs reprises, là. Puis, est-ce que... Toi, là-dedans, là, c'est comme... Bon, on parle de quelques siècles d'histoire quand même. Est-ce qu'il y a un élément... Puis là, ça risque de être facile, celle-là. Est-ce qu'il y a un élément en particulier que tu retiens à travers cette... C'est quand même beaucoup de travail. C'est difficile de faire ressortir un événement particulier. Par contre, un élément pour lequel je suis très fier, c'est d'avoir révélé l'importance qu'ont eu certaines familles jerseyaises. Parce qu'on a beaucoup décrié les Robins qui exploitaient les Gaspésiens, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais voyez-vous, les Volpi, les Biard, c'est des entreprises qui... quand on décrit les Robins là, qui sont exploités, bon, c'est beaucoup là, vers 1830, 1840, puis des missionnaires qui étaient des catholiques, qui, bon, parlaient contre des protestants. Mais comme Biard, il arrive en 1900. M. Biard, qui a une belle photo, on voit M. Biard là, avec son Panama, son chapeau, puis un gentleman. Là. Alors, puis ces gens-là, j'ai rencontré M. Vincent Garneau, qui est décédé aujourd'hui, que lui, petit gars, ben, il jouait avec les enfants parce que son père était protonotaire. Alors, c'est un notable de la place. Alors, lui, il jouait avec les gens des notables jerseyais, tout ça. Et puis, ce qu'il disait d'eux, c'était des gens à leur place. Ils ne se mêlaient pas beaucoup aux francophones de Percé, mais ils restaient à leur place. Puis, à l'occasion, ils ont même donné des sous pour l'église de Percé. C'était... les anglicans, là, il faut savoir une chose très importante par rapport aux catholiques. Les anglicans, leur faire de l'argent, c'est quelqu'un de très important. C'est quelque chose, c'est-à-dire de très important. Tu fais de l'argent pourquoi? Pour mieux soutenir ta famille. Puis une fois que tu as soutenu ta famille, tu te dois de soutenir ta communauté. C'est pour ça qu'il y a eu à Percé beaucoup de auxiliary women. Le Black Whale, là, aujourd'hui, ben, c'est la femme du gérant qui a mis ça en place pour mettre en valeur l'artisanat des Percéens, des femmes francophones qui tissaient des choses. Alors, le côté communautaire aussi, c'est important. Alors, quand vous me dites un élément, c'est ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est l'importance qu'ont eu, entre autres, des familles jerseyaises qui sont plus à Percé. C'est qu'effectivement, ça déconstruit certains mythes par rapport aux Jerseyens qu'on a tendance à vilipender. Oui, il faut situer les périodes. Il faut vraiment situer les périodes. Ouais. Là. Puis là, tu as sorti quand même 800 pages sur le sujet. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur Percé aujourd'hui? Quand un historien publie du moment que ça sort, c'est déjà trop tard. Il y a des choses à rajouter. Voyez-vous, ce qu'on m'a appris sur le tome 1 au niveau du régime français, une dame m'a appelé, elle m'a dit, vous avez oublié de parler, il y a 2 filles du roi qui ont marié des pêcheurs de Percé. J'ai dit, madame, c'est intéressant, j'aurais aimé le savoir, ça aurait fait un bel encadré. Voyez-vous, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que on publie puis ça fait avancer la recherche. Ouais. Quelqu'un d'autre va prendre ça puis il va poursuivre certains filons que j'ai tracés. Puis en même temps, moi, je regarde ça et je me dis, on pourrait écrire tellement de romans historiques à partir de tout ce qu'il y a là-dedans. Il suffit de prendre un chapitre, n'importe lequel, puis il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Tu me parlais de ceux, par exemple, qui ont décidé de grimper le rocher. Il y aurait quelque chose, les billards, et ainsi de suite. C'est... Bon. Là, on a fait ça. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait la possibilité d'un tome 3? Non. Moi, j'ai vraiment fait le tour de la question.
je trouve que ces 2 tomes-là vont devenir des ouvrages de référence. Ah, clairement. Alors, pour quelqu'un qui veut aller de façon approfondie dans l'histoire de Persée, c'est là. Quelqu'un qui veut avoir un survol de l'histoire de Persée, c'est là. Il y a beaucoup d'encadrés, beaucoup de... Alors, je suis très content, puis l'éditeur, les éditions Gide, qui ont à date là, au-dessus de 1000 titres de publiés, ils m'ont fait un beau compliment l'été passé en me disant que c'est un des titres les plus fignolés qu'on a eu en main. Puis ça, je le dois beaucoup aussi à Chantal, qui est vraiment une dentelière au niveau du contenu. Elle me fournissait une recherche à un moment donné. Elle m'envoyait 2 pages sur un sujet. Puis moi, j'ai un bon esprit de synthèse. Je faisais un paragraphe avec ça. Je me disais, le lecteur, là, ce qu'il va vouloir, ce qui va être important, ça va être ça. Alors, on a fait une belle équipe, Chantal et moi, pour produire ces 2 tomes. Peut-être tu viens de sortir le 2e bébé. Est-ce que tu as d'autres projets que de rédaction? Oui, l'éditeur veut que je fasse un ouvrage dans la collection 100 ans noir sur blanc. J'en ai déjà fait un sur la Gaspésie au temps des belles prises. Ce concept-là, c'est il faut trouver 200 photos. Donc, c'est l'âge de la photographie, 1860, 1960, mais des photos documentées. Si j'ai une photo de 3 pêcheurs puis je ne peux pas les nommer, on ne le prend c'est pas. Bon. Alors, okay. Il faut vraiment avoir des photos documentées. Alors, il m'a placé une commande de faire un 100 ans noir sur blanc sur la pointe de Gaspé. Donc, le périmètre de la ville de Gaspé, de Prével à Grand-Étang. Alors, c'est ce que je vais amorcer en 2027. Mais là, vraiment, je suis en train de profiter du lancement puis du plaisir que j'ai aussi à rencontrer les gens pour percer. Il faut à un moment donné, on écrit puis on se dit, les gens vont-ils être intéressés par ce que j'écris? Mais là, je le sais par les commentaires que j'ai. Puis des fois, il y a des gens aussi qui me disent, telle affaire, hey, t'as oublié telle affaire. Je les note quand même. Parce que des fois, quand c'est pas grand-chose, s'il y a une réédition, c'est possible. Ah, c'est ça. Il peut y avoir des rééditions ultérieurement. Mais pour l'instant, n'en demeure pas moins que tu en es au stade où tu es en train de te taper vraiment. Mais là, on parle d'un marathon. Pour le lancement. Tu as fait la dernière. Il y a eu un lancement à Percé le 15 mars, à tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas? Il y a 2 avril au musée de la Gaspésie à Gaspé, le 3 avril, c'est à Carleton, à Québec, le 7, Rimouski le 13, puis Matane. À Québec, c'est au café au temps perdu. Au temps perdu. Alors, je ne pouvais pas trouver un plus beau nom. Donc, Québec 7, Rimouski le 13, Matane le 14, ensuite Sainte-Anne-des-Monts le 15, Bonaventure le 16. Et je serai au Salon du livre de Bonaventure le 2 et le 3 mai. Et aussi au Salon du livre de Québec. Je vais faire un lancement à Québec, mais je participe au Salon du 9 au 12 avril. Fait que, en tout cas, on va se le dire, là, tu ne vas pas t'ennuyer pour le mois à venir et quelques temps. Jean-Marie, merci beaucoup. Sincèrement, non seulement pour l'entrevue, mais pour les ouvrages, effectivement, des ouvrages de référence. Là, pas tout lu encore, hein, on s'entend, mais j'ai bien l'intention de passer à travers. Puis de toute façon, quand je regarde Table des matières et tout, peu importe le sujet qu'on cherche sur Percé, on peut le trouver. On peut le trouver, oui. Et puis, je dirais en terminant que j'ai des amis qui habitent à Saint-Léonard d'Aston. C'est en arrière de Nicolette, ça. Je suis allé les visiter l'été passé, puis Nicole, qui s'occupe de la bibliothèque, elle m'a dit, Jean-Marie, viens donc faire un lancement de notre bibliothèque. Ben là, il n'y aura pas grand monde, ça va intéresser. Je me présente là un dimanche après-midi, il y avait 25 personnes. Puis là-dessus, il y en a 15 qui ont acheté l'ouvrage. Là, j'en revenais pas des gens qui n'ont pas rapport avec Percé. Mais on a tous un lien avec Percé. Quand on est Québécois, là, Percé n'appartient pas aux Percéens. Il appartient à ceux qui aiment Percé. Alors, les gens disent « Ah, moi, Percé, j'ai fait mon voyage de noces. Ah, moi, je suis allé avec mes parents. Ah, moi, je suis descendu sur le pouce. » On a tous une histoire, les Québécois. C'est pour ça qu'à l'extérieur de Percé, l'ouvrage l'éditeur dit qu'il a fait une édition du premier tome à 800 exemplaires, puis 2 mois après, il était tout écoulé. Pas nécessairement à Percé, là. Et puis, il a fait une réédition de 400. Alors, l'ouvrage se vend très, très bien au Québec. Ça a été son best-seller l'an passé. Mais c'est pas compliqué. Ça se lit, ça se comment dirais-je, on voyage super facilement dans la façon dont c'est monté. C'est très, très, très... en tout cas, moi, je trouve ça fascinant.
Ben merci, d'autant plus que c'est l'œuvre de ma vie, ça. Moi, j'ai 50 ans de carrière, puis ça faisait 50 ans, en 2025, que j'avais amorcé ma carrière en 75. Uh-huh. Et puis là, je termine pas ma carrière. Moi, ma carrière se terminera jamais. Mais je trouvais que c'était une belle façon de souligner mes 50 ans. Très certainement un jalon important. Jean-Marie, merci encore. Ben, c'est moi qui te remercie. Jean-Marie Fallu, donc historien et auteur de la fascinante histoire de Percé en 2 volumes. Mais très sincèrement, ça vaut la peine. Je pense qu'en fait, c'est n'importe qui dans la région devrait avoir ces ouvrages à la maison parce qu'on apprend énormément de choses. Par exemple, qu'on pense au Pic de l'Aurore, qu'on pense au Cap Canon, qu'on pense à tout ce qui se passe autour du rocher par rapport à l'histoire politique. Bref, on vous le recommande. Ça roule-tu ma poule? Ça tombe-tu tranquille? C'est gigantesque comme pas. Le plus grand projet hydroélectrique au monde à l'époque. L'objectif, c'était de traverser le Québec du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord.